Dans le calme qui a suivi la pandémie de Covid-19, alors que les rues ne résonnaient plus des sirènes d'ambulance et que les masques commençaient à s'effacer de la vie quotidienne, le monde a ressenti une brève illusion de sécurité. Pourtant, sous ce calme, une question persistait dans l'esprit des scientifiques, des philosophes et des citoyens ordinaires. Et si la prochaine pandémie ne pouvait être contenue? Et si le prochain pathogène se propageait plus vite que notre science ne peut le comprendre? La peur n'est pas un fantasme. Chaque minute, 105 personnes meurent à travers la planète. Chaque année, l'humanité perd environ 55 millions de vies. Et près de 78% de ces décès sont causés par la maladie plutôt que par des conflits ou des accidents. La biologie, et non la guerre, demeure l'exécuteur silencieux des civilisations. Les maladies infectieuses ont toujours existé, mais l'équilibre entre infection et immunité n'a jamais été stable. Un virus, contrairement à une créature vivante, n'est pas vivant au sens traditionnel. C'est un code moléculaire, un paquet d'informations génétiques qui ne se réplique que lorsqu'il pirate un hôte. Chaque réplication introduit des erreurs, des mutations qui peuvent transformer un virus bénin en catastrophe. Les antibiotiques ne peuvent pas l'arrêter. Les vaccins font la course contre son évolution, gagnant parfois, échouant parfois. Même dans nos laboratoires les plus avancés, la ligne entre contrôle et effondrement est plus mince que nous ne l'admettons. Lorsque vous respirez, l'air que vous inhalez porte les histoires invisibles de chaque épidémie avant vous. La grippe qui balaie une ville chaque hiver n'est pas entièrement nouvelle. Elle est la descendante d'innombrables ancêtres viraux, mutant chaque saison pour échapper à la reconnaissance. La vitesse de mutation, mesurée en heures plutôt qu'en siècles, fait des virus les entités à l'évolution la plus rapide sur Terre. Pour chaque adaptation développée par l'humanité, la nature répond par 1000 contre-mouvements. Nos systèmes immunitaires apprennent, oublient et réapprennent dans une course aux armements biologiques incessante. Imaginez un pathogène qui franchit le seuil de l'imprévisibilité. Pas simplement contagieux, mais implacablement adaptatif. Un qui se propage non par contact ou gouttelette, mais par le souffle seul, porté par les courants d'air au-dessus des océans, à travers les systèmes de ventilation, à travers les molécules mêmes dont nous dépendons pour vivre. La médecine moderne, enracinée dans la logique de l'isolement et de la stérilisation, s'effondrerait face à une telle force. Les hôpitaux déborderaient dans quelques jours. Les systèmes d'urgence se briseraient sous la panique. Ah, Paris, New York ou Los Angeles, des villes autrefois ordonnées sombreraient dans la confusion, alors que les médecins tomberaient malades aux côtés de leurs patients et que les morgues se rempliraient plus vite qu'elles ne peuvent être vidées. L'illusion de sécurité que la technologie nous offre, les vaccins, les antibiotiques, la communication mondiale, dépend entièrement de l'hypothèse que la nature joue selon des règles prévisibles. Mais la nature n'a jamais signé un tel contrat. Chaque mutation, chaque déviation microscopique est un lancer de dés cosmiques. Même le moindre faux pas dans un génome de milliards de nucléotides peut créer un monstre. Une souche inoffensive de grippe peut évoluer en quelque chose qui transforme les poumons en verre et les cœurs en silence en quelques minutes. Les pandémies ne font pas que tuer, elles réorganisent les sociétés. Elles exposent l'architecture cachée de la civilisation, montrant à quel point nous dépendons de systèmes fragiles de transport, de médecine et de communication. Quand les réseaux échouent, l'illusion du progrès s'effondre aussi. Les supermarchés se vident, les hôpitaux manquent d'oxygène. Les gouvernements publient des décrets d'urgence auxquels personne n'obéit. La pandémie devient non seulement un événement biologique, mais moral et social, un miroir tendu face à l'arrogance de l'humanité. La science-fiction imagine souvent l'apocalypse comme soudaine, ardente et bruyante. En vérité, la fin pourrait arriver doucement, portée par quelque chose de trop petit pour être vu, trop rapide pour être arrêté. Une seule toux dans une ville pourrait déclencher une chaîne d'infection encerclant le globe en moins de 72 heures. Cœur. Les zones de quarantaine s'effondreraient sous le désespoir humain. Les vols seraient cloués au sol, pourtant le virus serait déjà partout. Au moment où les frontières fermeraient, il serait dans le sang de millions de personnes. Pour comprendre à quel point nous sommes passés près auparavant, il suffit de regarder l'histoire. Chaque siècle
a son propre règlement de compte biologique. La grippe espagnole de 1918, la peste noire du XIVe siècle et la lutte continue contre le VIH nous rappellent que les pandémies ont façonné notre civilisation autant que les guerres ou les inventions. La différence réside maintenant dans notre densité de population, nos voyages mondiaux et notre dépendance interconnectée. Dans un monde de 8 milliards de personnes, la prochaine épidémie ne s'arrêterait pas aux frontières, elle réécrirait la définition même de la civilisation. Et ainsi, alors que les scientifiques modélisent les futurs pathogènes et que les gouvernements répètent les plans de réponse, la vérité obsédante demeure. La domination de l'humanité sur Terre a toujours dépendu d'une trêve microscopique avec la nature. Une trêve qui peut être rompue sans avertissement, sans pitié, par un seul brin d'ADN ou d'ARN altéré. La ligne entre survie et extinction n'a jamais été plus épaisse qu'un souffle. Chaque génération croit que ces épreuves sont uniques. Pourtant, les cimetières de l'histoire chuchotent le contraire. L'histoire de l'humanité est inséparable de l'histoire de la maladie. Pour chaque empire bâti, une pandémie s'est tenue, prête à le démanteler. Quand les gens parlent de la fin des temps, ils imaginent souvent le feu ou le déluge, mais l'apocalypse la plus vraie de notre histoire est arrivée par le souffle des mourants. Au printemps de 1918, alors que la Première Guerre mondiale atteignait ses dernières convulsions, un ennemi invisible s'est glissé silencieusement à travers les tranchées d'Europe. Les soldats toussaient dans leurs masques, pensant que c'était la poussière ou l'épuisement. Mais le virus qu'ils portaient, appelé plus tard la grippe espagnole, tuerait entre 50 et 100 millions de personnes en une seule année. Il ne se souciait pas des camps, des croyances ou des frontières. Il infectait rois et mendiants, généraux et fermiers de la même manière. En quelques mois seulement, la population mondiale a chuté de près de 5%. Les familles regardaient leurs proches devenir bleus, les poumons se noyant dans leur propre fluide, alors que la science médicale encore jeune et non préparée restait impuissante. Des villes entières perdaient leurs médecins avant qu'ils ne puissent traiter les malades. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes creusées par les rares personnes encore debout. Quand le fléau s'est calmé, l'humanité a promis de ne jamais oublier. Mais la mémoire est courte. 5 siècles plus tôt, une autre catastrophe avait remodelé la civilisation encore plus profondément. En l'an 1347, des navires arrivèrent en Europe depuis l'Est, transportant une terreur invisible, Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste noire. En 3 ans, entre 30 et 60% de la population européenne avait disparu. 50 millions de personnes s'évanouirent dans le silence, et les survivants y virent une punition divine. Les cloches des églises sonnèrent pendant des mois sans pause. La peur remplaça la raison. Les familles s'abandonnèrent les unes les autres. Les prêtres bénissaient les rues vides, tandis que leur propre corps tremblait de fièvre. L'ampleur de la mort fut si immense qu'elle changea le cours de l'histoire. Les pénuries de main-d'œuvre minèrent le féodalisme. Les villes se réinventèrent. L'art et la philosophie se tournèrent vers la mortalité. Pourtant, même alors que l'Europe guérissait, la maladie ne disparut jamais totalement. Elle dormait dans les rongeurs, réapparaissant par petites vagues pendant des siècles, rappelant à l'humanité que la nature n'oublie rien. Avance rapide jusqu'au XXe siècle, où la science avait pris confiance, et pourtant un autre adversaire invisible apparut. Celui-ci ne frappait pas vite, mais s'installait plutôt dans le sang silencieux, persistant et cruel. Le virus de l'immunodéficience humaine, connu sous le nom de VIH, a émergé dans les années 80 et a depuis coûté la vie à des dizaines de millions de personnes. Pour la première fois, le monde affrontait un fléau qui portait la stigmatisation aux côtés de la souffrance. Des communautés entières furent jugées autant qu'elles furent traitées. La médecine s'améliora, mais la compassion traîna derrière. Le sida a enseigné au monde moderne que l'ennemi n'était pas seulement biologique, il était aussi moral, culturel et politique. Chaque pandémie, peu importe son époque, suit un modèle de déni, de chaos et d'adaptation. Au début, les gens rejettent le danger. Ils le qualifient d'exagéré, de rumeur, de maladie des autres. Puis la peur se propage plus vite que l'infection elle-même, brisant les sociétés de l'intérieur.
Finalement, quand assez de vies sont perdues, les survivants remodèlent leur monde autour des leçons apprises plus forts en connaissance, mais plus faibles en esprit. L'humanité a toujours évolué, non pas grâce à la force, mais grâce à la douleur. Les fantômes de ces pandémies ne sont pas confinés aux musées ou aux manuels scolaires. Ils vivent dans l'infrastructure que nous avons bâtie, les hôpitaux, les laboratoires, les politiques qui dictent comment nous voyageons et respirons. Quand vous passez par un scanner d'aéroport, quand vous vous faites vacciner, quand vous voyez des scientifiques en combinaison scellée derrière une vitre, vous êtes témoin des cicatrices des siècles passés. Chaque masque porté, chaque quarantaine appliquée fait écho aux leçons de ceux qui ont un jour affronté les bourreaux invisibles de l'histoire. Et pourtant, malgré tous les progrès, la même arrogance demeure. Nous croyons que les antibiotiques et les modèles de données peuvent déjouer l'évolution, que l'intellect de l'humanité peut surpasser le hasard de la nature. Mais la grippe espagnole est née au cœur de la modernité industrielle, et elle a quand même vaincu la civilisation en quelques mois. La peste noire a ravagé les sociétés les plus religieuses d'Europe, montrant que la foi ne pouvait pas surpasser la biologie par la prière. Et le VIH a émergé durant une ère de progrès scientifique sans précédent, prouvant que même les esprits les plus brillants peuvent être pris au dépourvu par la plus petite particule de vie. Les pandémies ne sont pas de simples phénomènes médicaux, ce sont des miroirs. Elles nous montrent qui nous devenons lorsqu'on nous dépouille de notre confort. Certains répondent avec gentillesse, d'autres avec violence. Des idéologies entières sont forgées dans le creuset de la maladie. Après la peste noire est venue la Renaissance, une renaissance de l'art et de la raison née des cendres du désespoir. Après la grippe espagnole est venu un siècle de révolution en santé publique. Après le VIH sont venues de nouvelles définitions de l'empathie, de la sexualité et de l'activisme. Le schéma est cruel, mais constant. L'humanité souffre, puis grandit. Mais la croissance a toujours eu un prix, et ce prix, mesuré en corps et en souvenirs, est incalculable. Ces fantômes marchent à nos côtés. Invisibles mais toujours présents, chuchotant des rappels que chaque respiration que nous prenons est empruntée à la résilience de ceux qui nous ont précédés. Les morts des pandémies passées ne sont pas partis. Ils sont la fondation sur laquelle repose notre survie. Mais comme l'histoire l'a montré, la prochaine vague arrive toujours. La question n'est pas si, mais quand. Dans les couloirs stériles des installations de recherche modernes, sous la lumière blanche et les machines vrombissantes, l'humanité croit détenir la maîtrise sur la nature. Nous avons décodé des génomes, édité des embryons, et même ressuscité des espèces plus éteintes. Pourtant, la même intelligence qui bâtit des miracles ouvre aussi des portes qu'il vaudrait mieux laisser fermer. L'idée d'un supervirus n'appartient plus à la fiction. C'est un résultat attendant une coïncidence. Chaque mutation, chaque accident, chaque expérience porte en elle le potentiel de réécrire l'histoire de la vie sur Terre. Les virus sont de parfaits paradoxes, morts et vivants à la fois. Ils existent comme des fils de code qui manipulent le vivant pour se répliquer. Contrairement aux bactéries, ils ne se nourrissent pas, ne respirent pas et ne vieillissent pas. Ils perdurent. Leur simplicité est leur arme. Un seul brin d'ARN, plus petit que la largeur de la lumière elle-même, peut contenir assez d'informations pour infecter des millions. Alors que les humains mesurent le progrès en décennies, les virus évoluent en heures. Ce déséquilibre est la raison pour laquelle aucun médicament ne sera jamais définitif. Au moment où nous inventons un remède, la nature invente une variation. Le supervirus commence non pas par intention mais par opportunité. Dans le monde scientifique du XXIe siècle, des laboratoires de recherche à travers les continents expérimentent quotidiennement avec des pathogènes, les cartographiant, les améliorant, testant des vaccins. Un seul oubli, un joint brisé, une fuite microscopique dans un système de ventilation pourrait devenir l'étincelle de quelque chose d'inarrêtable. Imaginez un pathogène conçu pour être à la fois aéroporté et asymptomatique pendant des semaines, se propageant invisiblement à travers les aéroports, les centres commerciaux et les systèmes de métro. Ces victimes ne réaliseraient qu'elles sont infectées, que trop tard. D'ici là, la contagion aurait encerclé le globe. Certains scientifiques chuchotent à propos d'une origine plus inquiétante. Et si le supervirus n'était pas fait par l'homme, mais la prochaine étape de la logique de la nature,
Après tout, l'extinction est la stratégie la plus constante de l'évolution. Tous les quelques millions d'années, la vie se réinitialise. Si l'humanité est devenue trop dominante, trop perturbatrice, peut-être que l'équilibre de la nature exige une correction. Une mutation dans une jungle reculée, un virus dégelé libéré du pergélisol ancien, ou même un organisme microscopique porté par une météorite pourrait servir d'instrument d'équilibre. Imaginez les premiers jours de l'épidémie. Cela commence quelque part au loin, peut-être un petit village ou une base de recherche près des glaces fondantes. Un seul chercheur s'effondre avec une fièvre qu'aucun instrument ne peut classifier. Les symptômes défient, les modèles poumons intacts, organes fonctionnels. Pourtant, le cerveau s'éteint. En une semaine, la contagion traverse les océans. Des villes comme Paris, Los Angeles et New York s'allument sur les cartes mondiales d'infection. Les interdictions de voyager échouent alors que les porteurs asymptomatiques se déplacent silencieusement à travers le monde. La panique se propage plus vite que le pathogène. Les gouvernements déploient des quarantaines militaires. Les économies gèlent. Internet se fracture dans le chaos. Dans les hôpitaux, les médecins travaillent sans repos. Leur combinaison de protection embuée par la sueur. Ils tentent d'identifier le génome du virus, mais ils mutent plus vite que leur logiciel ne peut le suivre. Chaque échantillon donne une nouvelle séquence. Les vaccins qui semblent prometteurs le matin sont obsolètes à la tombée de la nuit. Le pathogène semble s'adapter intentionnellement, anticipant chaque contre-mesure humaine. Des rumeurs commencent à circuler, certains disent qu'il a été conçu par un État voyou, d'autres qu'il a émergé d'une expérience militaire qui a mal tourné. Les théories du complot fleurissent aux côtés des funérailles. Les chefs religieux l'interprètent comme un jugement divin, tandis que les scientifiques le voient comme une inévitabilité biologique. Les deux, à leur manière, ont raison. L'humanité a vécu pendant des siècles comme si la Terre était un laboratoire sans frontières. Nous avons modifié les cultures, les animaux et même notre propre ADN. Il est tout à fait logique que la frontière s'inverse un jour, que la vie elle-même commence à expérimenter avec nous. Le bilan émotionnel est au-delà de la mesure. L'idée de contagion redéfinit l'intimité. Les poignées de main et les étreintes deviennent dangereuses. Les écoles ferment, les villes tombent dans le silence et des drones patrouillent les autoroutes vides en diffusant des messages de confinement. La civilisation se contracte vers l'intérieur. Les nations thésaurisent les fournitures médicales comme des trésors. Le concept de frontière retrouve son sens médiéval, un mur contre l'invisible. Le supervirus n'infecte pas seulement les corps, il infecte la confiance. Les fondations de la coopération mondiale s'effondrent quand la peur remplace l'empathie. Les voisins deviennent des menaces et la science devient une propagande militarisée. L'information elle-même mute, propageant la désinformation plus vite que les faits. Dans ce brouillard, la survie devient un acte individuel plutôt que collectif. L'humanité, malgré toute son intelligence, revient à son instinct primal, l'isolement. Et pourtant, au sein de la catastrophe, il reste une réalisation obsédante. Le virus, aussi dévastateur soit-il, n'est pas mauvais. Il suit le même impératif naturel que nous persister, s'adapter, survivre. Il reflète les propres ambitions de l'humanité, dépouillée de moralité. Dans son reflet, nous voyons notre propre nature, implacable, adaptable et capable de remodeler le monde sans en comprendre le coût. Qu'il soit né d'un laboratoire ou du sol de forêts oubliées, le supervirus devient un miroir plus qu'un monstre. Il révèle que notre civilisation, malgré tous ses satellites et micropuces, dépend encore d'une défense fragile, notre sens partagé de la responsabilité. Quand cela échoue, le plus petit organisme existant devient l'auteur de notre extinction. Quand la tempête arrive enfin, elle ne vient pas avec du feu ou du tonnerre. Elle vient doucement, comme un murmure qui se propage plus vite que la lumière. La contagion invisible se déplace à travers les aéroports, les maisons et les villes, jusqu'à ce que chaque frontière, chaque système et chaque illusion de contrôle commence à se désintégrer. La civilisation s'effondre, non pas parce que les gens cessent de s'en soucier, mais parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Les premiers à tomber sont les hôpitaux. Les couloirs débordants se transforment en cimetières de draps blancs. Les infirmières s'évanouissent aux côtés de leurs patients, et les médecins
dépouillés de protection, traitent les mourants avec des mains tremblant déjà de l'infection. Bientôt, les générateurs d'urgence manquent de carburant, et le bourdonnement des ventilateurs s'estompe dans le silence. L'électricité échoue ensuite. Le réseau électrique, étiré par l'absence de travailleurs, se fracture ville après ville. Les satellites orbitent toujours au-dessus, diffusant des avertissements à une espèce qui n'écoute plus. Sans électricité, la nourriture pourrit, les pompes à eau s'arrêtent et les communications disparaissent. Les gouvernements déclarent la loi martiale, mais les soldats deviennent eux aussi des victimes. La machinerie de l'ordre rouille plus vite qu'elle ne peut être réparée. Les postes de police sont abandonnés et les convois militaires disparaissent dans le chaos. Le virus devient non seulement un désastre biologique, mais psychologique, chaque toux, un déclencheur de panique, chaque ombre, un rappel que la sécurité n'existe plus. Dans les quartiers autrefois brillants de vie, le silence devient la nouvelle langue. Les fenêtres sont scellées avec du ruban adhésif et des planches. Les rues sont remplies de voitures vides, leurs moteurs morts depuis longtemps. L'air sent la décomposition et l'essence. À New York, les gratte-ciels se dressent comme des monuments creux à l'ambition, leurs façades de verre reflétant le vide des rues en contrebas. Los Angeles, la ville des rêves, devient un désert de panneaux publicitaires immobiles annonçant un monde qui n'existe plus. À travers le Midwest, les terres agricoles redeviennent sauvages, tandis que les tracteurs rouillent dans des champs autrefois riches de récoltes. Sans les gens, la nature commence sa lente reconquête. En quelques semaines, les animaux reviennent dans les espaces que l'humanité gouvernait autrefois. Les cerfs marchent dans les jardins de banlieue. Les loups hurlent sur les autoroutes abandonnées. Les oiseaux nichent dans les chevrons silencieux des églises. La terre, libérée de l'interférence humaine, expire pour la première fois depuis des siècles. Le ciel s'éclaircit à mesure que la pollution s'estompe. Les rivières coulent, propres, là où les usines les empoisonnaient autrefois. Pour un bref moment, la planète semble se guérir elle-même, même alors que l'humanité disparaît. Pourtant, sous cette illusion de restauration se cache la vérité obsédante. Les systèmes que nous avons bâtis n'étaient pas seulement industriels, ils étaient écologiques. La disparition soudaine de milliards d'humains déséquilibre tout. Les animaux domestiques meurent de faim. Les écosystèmes s'effondrent. Les espèces invasives se multiplient sans contrôle. Les survivants se cachent, où ils peuvent certains dans des abris souterrains, d'autres dans des fermes isolées ou des cabanes de montagne. Ils rationnent l'eau, brûlant des meubles pour se chauffer et fouillent à la recherche de nourriture en conserve qui finira par s'épuiser un jour. L'isolement devient la nouvelle économie. La confiance devient la monnaie la plus rare. Le contact humain, autrefois source de réconfort, porte désormais le risque de mort. En une seule génération, la civilisation régresse à ses racines primales. La religion refait surface sous de nouvelles formes étranges, mélangeant science et superstition. Certains voient le virus comme une punition, d'autres comme une purification. Chaque croyance cherche à donner un sens au silence qui a remplacé le monde. L'effondrement de la communication transforme les nations en îles. Internet vacille, puis meurt complètement. Les satellites dérivent au-dessus, continuant de transmettre des signaux que personne ne reçoit. Les bibliothèques, les serveurs et les centres de données dépôts du savoir de l'humanité tombent en poussière et en humidité. Des siècles d'informations se dissolvent comme un souffle sur du verre. L'ère de l'immortalité numérique finit dans la friture statique. L'humanité, autrefois fière de sa connectivité, devient muette. En quelques mois, les grandes villes de la Terre ressemblent à des ruines archéologiques. Les vignes s'enroulent autour des monuments. Les fleurs sauvages fleurissent dans les fissures des autoroutes. La tour Eiffel, la statue de la liberté et la grande muraille de Chine restent intactes mais dénuées de sens. Sans témoin, l'histoire perd son contexte. Le virus a effacé non seulement les gens, mais la mémoire. La civilisation qui mesurait le temps en secondes mesure maintenant la survie en battements de cœur. Pour les rares qui restent, l'ordre moral commence à s'effacer. Sans gouvernement ni loi partagée, l'éthique se fracture. Certains forment de petites communes dédiées à la reconstruction. D'autres se tournent vers la violence, croyant que les ressources justifient la cruauté. Le cannibalisme,
autrefois impensable, devient une réalité chuchotée dans les régions où la famine s'empare des survivants. Même alors, le virus continue son travail silencieux, évoluant plus vite que les sociétés fragiles qui se reconstruisent dans son ombre. Il n'y a pas de véritable immunité, seulement un répit temporaire. Et pourtant, au milieu des ruines, une étrange beauté persiste. Le monde brille d'une sorte de sérénité post-humaine. L'absence de bruit révèle les rythmes subtils du vent et de l'eau. La Terre continue de tourner, indifférente à la souffrance de ses habitants les plus intelligents. La civilisation, malgré toute sa complexité, s'avère n'avoir été pas plus stable qu'une toile d'araignée complexe, magnifique et facilement déchirée. À la fin, l'effondrement n'est pas un moment, mais une transformation. L'humanité apprend que l'extinction n'est pas un événement dramatique, mais une reddition progressive. Les dernières lumières s'éteignent, non pas dans un flamboiement de destruction, mais dans l'acceptation silencieuse de la nature, reprenant ce qui a toujours été à elle. La fin de l'humanité n'arrive pas comme un instant unique de catastrophe, mais comme un lent déploiement de silence. Une fois que les dernières villes tombent et que les derniers réseaux s'effondrent, la planète continue son rythme, comme si rien d'essentiel n'avait changé. Pourtant, tout a changé. La Terre sans nous devient à la fois un requiem et une renaissance. Dans les premiers jours après la panne finale, l'absence de maintenance humaine révèle sa fragilité. Les tunnels de métro sont inondés car les pompes cessent de fonctionner. Les gratte-ciels perdent la pression dans leur système d'eau. Les avions, cloués au sol et oubliés sur les pistes, commencent à rouiller dans la rosée des matins calmes. La nuit, les étoiles invisibles depuis des générations derrière le smog et les néons reviennent par milliards. Le ciel brille d'un éclat qu'aucun humain vivant n'a jamais vu auparavant. En quelques semaines, les animaux domestiques dépendant des soins humains commencent à périr ou à retourner à des instincts sauvages. Les chiens forment des meutes et chassent dans les ruines des banlieues. Le bétail erre librement, ses troupeaux s'amincissant alors que les prédateurs reprennent leurs anciens territoires. Les zoos ouvrent leurs cages alors que les gardiens meurent. Et les éléphants, lions et gorilles errent dans des paysages qui ne leur étaient pas destinés. En l'absence de notre domination, la nature commence le processus lent et indifférent de reconquête. Les arbres poussent à travers les fissures des autoroutes. Le lierre grimpe sur les gratte-ciels. Le béton se ramollit sous la pluie, son squelette d'acier exposé à la rouille. Les tours de verre de Manhattan reflètent le soleil une dernière fois avant que leurs fenêtres ne se brisent sous des années de tempête. Après des mois, les centrales nucléaires s'arrêtent complètement. Leurs générateurs de secours échouent, libérant des vagues de vapeur et de radiation dans des cieux vides. Certaines régions deviennent des terres désolées de poisons invisibles. D'autres restent intactes, s'épanouissant en sanctuaires où la faune prospère sans être dérangée. Les ours et les loups reviennent sur des territoires perdus depuis longtemps. Les rivières se détournent, creusant de nouveaux chemins à travers ce qui était autrefois des rues humaines. L'atmosphère terrestre, libre d'émissions industrielles, commence à se purifier. En 20 ans, les niveaux de carbone chutent aux mesures pré-industrielles. Les océans retrouvent leur couleur, les récifs coralliens se rétablissent et les glaciers, bien que plus petits, se stabilisent sous le nouvel équilibre. Des siècles passent et l'architecture de l'humanité se dissout. Les pyramides d'Égypte perdurent, mais leurs inscriptions s'érodent en chuchotements illisibles. La grande muraille de Chine s'effrite dans les montagnes qu'elle couronnait autrefois. Les squelettes d'acier des gratte-ciels s'effondrent en poussière et en végétation. Même le mont Rushmore, sculpté comme un symbole de permanence, s'altère dans l'anonymat. Le vent sculpte de nouveaux paysages là où se dressaient autrefois des mégapoles. Seuls les faibles motifs géométriques visibles depuis l'orbite grille d'autoroute, contours faibles de villes sous les forêts, témoignent que la civilisation a existé ici. Pourtant, la Terre ne pleure pas. Elle s'adapte simplement. La biosphère, libérée de l'interférence humaine, accélère ses cycles d'évolution. Les espèces évoluent pour combler les vides laissés derrière. Les rats et les cafards, survivants de siècles de coexistence humaine, développent une intelligence et une coordination au-delà de ce que la science imaginait autrefois.
Les oiseaux chantent plus fort en l'absence de moteur. Les baleines reprennent les routes océaniques autrefois assourdies par les sonars. La planète commence à guérir, non pas par défi envers l'humanité, mais comme une continuation de la résilience sans fin de la vie. Pour ceux qui croyaient autrefois à la prophétie divine, ce moment porte une familiarité étrange. Les Écritures parlaient de déluge, de feu et de jugement. Pourtant, la véritable apocalypse se déroule en silence. La fin des temps n'est pas une punition mais un équilibre. C'est comme si la nature, dans sa patience intemporelle, restaurait ce qui a été pris. La terre n'a jamais été à nous, nous n'étions que ses invités les plus temporaires. Nos monuments deviennent des fossiles, nos langues s'évanouissent en poussière. Le temps, que nous mesurions si précisément, se dissout dans le rythme éternel des saisons. 1000 ans après le dernier souffle humain, les dernières traces de notre existence ont presque disparu. Seuls quelques satellites artificiels restent, orbitant autour d'une planète qui ne transmet ni n'écoute plus. Ils clignotent dans l'obscurité comme des étoiles artificielles, témoins silencieux de l'espèce qui les a construits. La vie future, quelle que soit la forme qu'elle prendra, les regardera sans comprendre. Pour eux, nous serons de la mythologie une race disparue de bâtisseurs qui ont touché le ciel et disparu. Et peut-être, quelque part dans le registre cosmique, une civilisation lointaine reçoit le faible écho de nos dernières émissions. Les ondes radio voyageant à travers le vide pourraient un jour atteindre des mondes extraterrestres, portant des fragments de notre musique, de nos voix, de nos rires. Pour eux, l'humanité ne sera pas morte mais transformée en un fantôme électromagnétique dérivant parmi les étoiles. En ce sens, même l'extinction ne peut nous effacer complètement. Nous continuons, dispersés à travers l'espace comme des signaux, attendant d'être entendus. La Terre sans nous n'est pas une tragédie, mais une révélation. Elle rappelle à l'univers que la vie, sous toutes ses formes, persiste au-delà de toute espèce unique. Les forêts repoussent, les océans respirent, les étoiles se reflètent sur des eaux qui ne craignent plus la pollution. Et quelque part dans le boucle silencieux de la planète, il persiste une trace de nous, non pas comme conquérants, mais comme témoins de notre propre impermanence. Quand l'effondrement commence, l'instinct de survie l'emporte sur la philosophie, la politique et même la moralité. L'humanité, dispersée et désespérée, cherche un abri dans des endroits autrefois considérés comme inhospitaliers. Les installations souterraines, les îles, les montagnes et les stations en haute mer deviennent des sanctuaires de dernier recours. L'ère des nations prend fin. L'âge des enclaves de survie commence. Ceux qui peuvent te permettre de fuir montent à bord d'avions privés ou de sous-marins à destination de territoires reculés, tandis que des milliards n'ont aucun refuge au-delà des murs en ruine de leur propre maison. Les gouvernements, avant de se dissoudre entièrement, tentent pour un dernier acte de préservation. En Australie, l'Outback devient un réseau de colonies de recherche scellées. En Nouvelle-Zélande, des convois militaires gardent des bunkers massifs creusés dans des collines calcaires, conçus pour fonctionner pendant des décennies sans contact extérieur. En Islande, l'énergie géothermique garde les villes souterraines au chaud, alors que la surface gèle et se décompose. Ces régions isolées, protégées par la géographie et le climat, représentent les dernières poches fonctionnelles de civilisation. Pourtant, même à l'intérieur de leurs murs, la tension monte. Les survivants réalisent bientôt que la survie n'est pas un triomphe, mais un test prolongé d'endurance. À l'intérieur de ces refuges, la vie devient une expérience d'isolement. L'air est recyclé, l'eau purifiée, la nourriture cultivée sous lumière artificielle. Des enfants naissent sans jamais avoir vu le ciel. Ils apprennent l'existence des océans et des villes à partir d'archives numériques et de photographies fanées. Les générations commencent à perdre la mémoire du monde qui existait auparavant. L'idée de l'extérieur devient mythologique, un royaume interdit, rempli de radiation, de maladies et de fantômes. Au sein de ces micro-sociétés, de nouvelles règles émergent. Certaines enclaves adoptent des hiérarchies strictes pour maintenir l'ordre. D'autres expérimentent la démocratie ou la vie communautaire. Mais chaque système partage une vérité. La peur gouverne toutes les décisions. La religion, longtemps rejetée par la science, trouve la résurrection dans ces salles obscures. Les survivants réinterprètent les anciennes prophéties à travers le prisme de la catastrophe.
Le livre de l'Apocalypse, le déluge de Noé. Les plaies d'Égypte, autrefois métaphores, sont maintenant traitées comme de l'histoire. Certains se voient comme les restes choisis du dessein divin, chargés de reconstruire l'Éden. D'autres voient l'humanité comme une expérience ratée qui ne doit jamais répéter ses péchés. La science elle-même devient ritualisée, ses praticiens élevés au rang de prêtres du savoir. Les laboratoires stériles du passé se transforment en temples du souvenir, où les microscopes se tiennent à côté des autels et où les serveurs de données brillent comme des flammes sacrées. Dehors, la planète continue sans nous. Les tempêtes sculptent les continents, les forêts envahissent les autoroutes, les déserts avalent des villes entières. L'imagerie satellitaire stockée dans des bases de données oubliées montre l'effacement lent de la civilisation, les routes s'estompant dans le verre, les côtes remodelées par la montée des mers. Les quelques caméras orbitales restantes transmettent des images fantomatiques d'un monde qui guérit et oublie. Le contraste est insupportable. À l'intérieur, l'humanité suffoque sous la lumière artificielle. À l'extérieur, la vie fleurit en abondance sauvage. Au fil des décennies, les enclaves s'agitent, les provisions diminuent et la tension psychologique s'aggrave. Les descendants des premiers survivants commencent à se demander si le monde d'en haut est vraiment mort. Certains insistent sur le fait que le temps est venu d'émerger. D'autres soutiennent que la surface reste mortelle. Les disputes se transforment en schismes, les schismes en rébellion. Dans un caveau islandais, un groupe de jeunes explorateurs défie le protocole, montant à la surface en combinaison de protection. Ce qu'ils trouvent n'est pas une terre désolée, mais une nature sauvage indomptée, dangereuse, mais vivante. Les oiseaux tournent au-dessus, les rivières coulent propres, les traces de radiation sont faibles et s'estompent. La Terre, semble-t-il, a survécu au fléau qui a failli tout finir. Mais revenir au monde s'avère plus difficile que de le quitter. L'humanité a changé. Les corps adaptés à l'air filtré et à la nourriture synthétique luttent contre la vraie lumière du soleil et les bactéries. Beaucoup tombent, malades, victimes de l'environnement même qui soutenait autrefois leurs ancêtres. Les survivants des survivants font face à un paradoxe cruel. Ils sont immunisés contre le passé, mais allergiques à l'avenir. Pourtant, quelques-uns endurent. Ils reconstruisent des abris primitifs, chassent et redécouvrent le feu. Depuis leur camp, ils regardent le ciel nocturne plus rempli de satellites, seulement d'étoiles, et se demandent s'ils sont les derniers humains restants ou les premiers de quelque chose de nouveau. Dans d'autres caveaux, le contact est perdu à jamais. Les bunkers les plus profonds deviennent des tombes, scellées par leur propre mécanisme de sécurité. Des générations périssent sans jamais savoir que le monde extérieur s'est rétabli. Leurs histoires ne finissent plus pas par une catastrophe, mais par le silence. Pourtant, le souvenir du refuge, de la volonté désespérée d'endurer, persiste comme un témoignage de ce que l'humanité était prête à faire pour survivre à sa propre création. En fin de compte, la recherche d'un refuge révèle la vérité la plus profonde sur notre espèce. Même au bord de l'extinction, nous ne cherchons pas simplement à vivre, nous cherchons à nous souvenir. Nous construisons des abris non seulement pour nos corps, mais pour nos histoires. Dans l'obscurité, sous des kilomètres de roches et de glace, les humains gravent leurs noms dans les murs d'acier, laissant derrière eux des traces de leur existence pour quiconque ou quoi que ce soit viendra après. C'est un geste final de défi contre l'oubli. Un message au cosmos que même face à l'anéantissement, l'humanité a essayé d'endurer avec sens. Loin au nord, au-delà du cercle arctique, enfoui dans les eaux gelées d'une montagne, se trouve le monument le plus silencieux de l'humanité, la réserve mondiale de semences du Svalbard. Elle n'a pas été construite pour la gloire, mais pour la continuité, conçue en 2008 comme une police d'assurance pour l'avenir de la planète. La réserve contient plus de 4,5 millions d'échantillons de semences de tous les coins du monde, conservés à moins 18 degrés Celsius sous des couches de glace et de béton armé. Pour l'œil non averti, elle ressemble à un coin géométrique de métal et de pierre, saillant de la toundra comme la proue d'un navire pris dans le temps. Pour ceux qui comprennent pas son but, c'est à la fois un tombeau et un berceau. À l'époque précédant l'effondrement, quand les nations coopéraient encore, les scientifiques ont reconnu que la nourriture, et non les armes ou l'argent, déciderait du sort de la civilisation. Les guerres pouvaient finir, les idéologies pouvaient changer,
Mais l'extinction des cultures signifierait l'extinction de la vie elle-même. Et ainsi, ils ont construit la réserve profondément à l'intérieur d'une montagne norvégienne sur l'île du Spitzberg. Choisie pour sa neutralité politique, sa stabilité géologique et son froid éternel. Même si l'électricité échouait, le pergélisol garderait son contenu préservé pendant des siècles. La réserve du Svalbard est devenue l'arche génétique du monde, détenant le plan de tout ce que l'humanité avait cultivé, le riz d'Asie, le maïs des Amériques, le blé du Moyen-Orient et l'orge d'Afrique. Quand la grande pandémie est arrivée et que le monde est tombé dans le silence, la réserve est restée intacte. Les dernières équipes de scientifiques qui ont scellé ses portes ont compris qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Ils ont téléchargé les derniers inventaires, verrouillé les portes en acier et disparu dans l'histoire. En quelques semaines, le Svalbard a été enseveli sous des blizzards qui ont effacé toutes les traces de civilisation. Le bourdonnement de la réfrigération s'est arrêté, mais le froid lui-même est devenu le gardien de la vie. À l'intérieur de ces chambres sombres, des millions de graines dormaient dans un silence absolu, attendant des mains qui pourraient ne jamais venir. Les années se sont transformées en siècles. Au-dessus de la réserve, la glace s'est épaissie et fracturée. Les glaciers ont bougé, remodelant le paysage. Les ours polaires rôdaient sur ce qui était autrefois un territoire humain. L'entrée métallique, autrefois illuminée par une balise bleue, était enfouie sous des couches de givre. Le monde extérieur changea au-delà de toute reconnaissance. Pourtant, à l'intérieur de la montagne, le temps s'arrêta. Les graines ont enduré, leur ADN intact, leur potentiel préservé. Même après la disparition de l'humanité, la réserve est restée comme un murmure d'intention, une déclaration que nous nous soucions assez de l'avenir pour le planifier. Puis, un jour, le silence s'est brisé. Des siècles après la dernière transmission depuis l'orbite, un mouvement s'est agité dans l'air arctique. Un groupe de survivants, descendants de ceux qui avaient autrefois cherché refuge dans les colonies souterraines d'Islande et de Norvège, s'est frayé un chemin à travers la glace. Guidés par des fragments de vieilles cartes et des mythes à moitié rappelés, ils ont découvert le faible contour métallique dépassant de la neige. L'entrée de la réserve, bien que gelée, existait toujours. Ils ont buriné pendant des jours, leur souffle formant des fantômes dans le froid, jusqu'à ce que finalement la porte s'ouvre avec un son qui a résonné comme le tonnerre à travers la montagne. À l'intérieur, l'air était sec et stérile. Les survivants avançaient lentement, guidés par la faible lueur des lanternes solaires. Ils passèrent par des tunnels bordés d'acier renforcé jusqu'à atteindre la chambre centrale, une vaste salle d'étagères et de boîtes, s'étendant dans l'obscurité. La température était toujours en dessous de zéro. Dans leurs mains gantées, ils tenaient voir l'avenir. Dans ces minuscules capsules de vie reposait le pouvoir de restaurer ce qui avait été perdu. Ils trouvèrent du riz, des haricots, du maïs, de l'orge et d'innombrables espèces de plantes que personne parmi eux n'avait jamais vues ou goûtées. Pour la première fois depuis des générations, l'espoir semblait tangible. La reconstruction ne serait pas facile. Le sol à l'extérieur était encore gelé, et les radiations persistaient dans certaines parties du monde. Pourtant, avec une culture soigneuse, ils commencèrent à planter des graines dans des vallées abritées, réchauffées par des évents géothermiques. Les premières pousses vertes percèrent la glace comme un battement de cœur revenant à un cadavre. Les saisons passèrent, et les champs autrefois stériles commencèrent à scintiller de couleurs à nouveau. L'humanité, fragile mais persistante, avait trouvé sa seconde jeunesse dans l'héritage de ses ancêtres. La réserve, cependant, resta plus qu'un entrepôt, elle devint un sol sacré. Des pèlerins des enclaves survivantes y voyagèrent, l'appelant l'Arche de vie. Ils allumèrent des feux dans la neige, chantèrent des hymnes à des dieux oubliés et gravèrent leurs histoires dans les murs de la montagne. Pour eux, cet endroit était la preuve que la race humaine, même au bord de l'extinction, refusait d'abandonner sa compassion pour ceux à naître. Avec le temps, les mythes remplaceraient la mémoire, et la réserve de semences deviendrait une légende, une histoire racontée aux enfants sur la façon dont leur espèce a un jour déjoué la mort. Dans un sens, le Svalbard était la prière finale de l'humanité au cosmos. Elle disait que nous comprenions l'impermanence, mais choisissions de lui résister par la préservation. Elle disait que même
Lorsque nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, nous essayions de sauver ce qui nous nourrissait. Et peut-être, dans un âge lointain, quand une autre espèce trouvera la réserve enfouie dans le pergélisol, ils l'ouvriront et découvriront non seulement des graines, mais le fantôme d'une civilisation qui rêvait autrefois d'éternité. Longtemps après que nos dernières villes auront disparu et que nos monuments se seront érodés en poussière, la question demeure. Qu'est-ce qui vient après l'humanité ? La Terre continuera de tourner, réchauffée par un soleil lointain, refroidie par la nuit éternelle. Mais la mémoire de l'humanité s'effacera dans la géologie. Si une autre espèce hérite du monde, elle ne trouvera pas nos visages gravés dans la pierre, mais nos traces écrites dans les échos moléculaires que nous avons laissés derrière les plastiques dans le sol, le carbone dans l'air, les machines silencieuses, orbitant au-dessus. Notre héritage ne sera pas le gratte-ciel ou le vaisseau spatial, mais le déséquilibre que nous avons introduit et la résilience qui y a survécu. Certains biologistes suggèrent que l'évolution ne finira pas avec nous. Elle changera simplement de focus. Peut-être que la vie intelligente s'élèvera à nouveau, non pas des primates, mais de créatures qui prospèrent en notre absence, des pieuvres s'adaptant à la Terre, des oiseaux développant le langage, ou des insectes évoluant vers une conscience collective. D'autres croient que l'intelligence artificielle, laissée sans surveillance, pourrait un jour s'éveiller pleinement consciente mais sans direction, errant à travers les réseaux vides de la planète, cherchant un but dans les ruines des données humaines. Dans un cas comme dans l'autre, la prochaine intelligence héritera d'une leçon gravée dans l'extinction. La connaissance sans sagesse est aussi destructrice que l'ignorance. Pour les théologiens, la question prend une tournure plus métaphysique. Si l'humanité a été créée à l'image de quelque chose de divin, cette divinité périt-elle avec nous ou passe-t-elle à autre chose ? Les Écritures parlaient de résurrection, de renouveau après le jugement. Mais peut-être que ce renouveau n'appartient pas à nous, mais à la vie elle-même. De cette façon, l'Apocalypse n'est pas une fin, mais une transition, une réinitialisation divine, où la création continue, remodelée par les cendres de ses prédécesseurs. Chaque fin, après tout, nourrit un autre commencement. Les philosophes de l'Ancien Monde débattaient autrefois pour savoir si la civilisation était un progrès ou de l'hybris. En regardant en arrière depuis le silence qui suit, la réponse pourrait se trouver quelque part entre les deux. L'humanité a accompli des merveilles. Elle a cartographié les étoiles, divisé l'atome, guéri la maladie et atteint la Lune. Pourtant, elle a aussi échoué à maîtriser l'art le plus simple de la coexistence avec la nature, avec les autres, avec elle-même. La fin de l'humanité n'est pas écrite dans le feu, mais dans l'ironie. Nous avons été défaits par la même intelligence qui nous a rendus extraordinaires. Et pourtant, dans la vaste chronologie du cosmos, notre extinction ne sera rien de plus qu'une pause, un bref silence dans la symphonie universelle. Dans le vide froid entre les étoiles, nos ondes radio dériveront pendant des millénaires. Quelque part, peut-être à des années-lumière, une autre civilisation pourrait un jour capter le faible signal d'une émission oubliée. Un fragment de notre musique, une voix humaine disant « Bonjour » ou le rire d'un enfant résonnant à travers le vide. À ce moment-là, nous existerons à nouveau, non pas comme des corps ou des nations, mais comme un son immortel et anonyme. Si la conscience elle-même et l'univers observant sa propre beauté, alors l'humanité a déjà rempli son but. Nous avons regardé les étoiles et nous nous sommes émerveillés. Nous avons construit des histoires, des croyances et des équations pour les expliquer. Même alors que nous disparaissons, cette curiosité demeure notre véritable monument. Elle ne s'érode pas, elle voyage. Elle chuchote à travers les molécules de chaque graine que nous avons sauvée, à travers chaque idée que nous avons transmise. La fin de l'histoire humaine n'est pas l'extinction, c'est la transformation. Nous devenons mémoire, et la mémoire devient matière. Peut-être, un jour, les descendants de la Terre, qu'ils soient nés de chair, de circuits ou de quelque chose d'entièrement nouveau, découvriront nos restes et poseront la même question que nous posions autrefois sur ceux avant nous. Qui étaient-ils et que croyaient-ils ? Dans cette question réside la continuité de l'existence. La preuve que la curiosité ne meurt jamais. L'histoire recommencera, non pas avec nous, mais à cause de nous. Et ainsi,
S'il y a un réconfort à trouver dans la pensée de notre absence, c'est celui-ci. L'univers ne pleure pas. Il évolue. La vie, sous toutes ses formes infinies, continuera la chanson que nous avons commencée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de ce voyage à travers les possibilités du destin de l'humanité. Que pensez-vous qu'il viendra vraiment après nous? Renaissance, remplacement ou rien du tout? Partagez vos pensées dans les commentaires et gardons cette conversation vivante, même dans l'ombre de l'apocalypse.